Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons attendre une petite minute pour que les uns, les unes et les autres se joignent à nous. Donc, je vous demande juste un peu de patience. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Bill Stringfellow et je suis le chef du projet Résilience et croissance économique au Sahel, Résilience renforcée, Régis-sur-Air, qui prendra fin le 31 mars 2021 après 7 ans de mise en œuvre. Je suis basé à Niamey. Ce webinaire sur le Habenaye est le deuxième dans une série de 4 webinaires organisés par NCBA Clusa, l'ONG qui est le chef de file du consortium de mise en œuvre de Régis-sur-Air, en étroite collaboration avec le projet Sahel Collaboration et Communication et l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le but des webinaires est de marquer la clôture du projet en abordant quelques questions clés relatives à la résilience et des leçons apprises lors de Régis-sur-Air. À titre de rappel, Régis-sur-Air fait partie de l'initiative Résilience au Sahel renforcée, RISE, financée par l'USAID, sa première phase, et qui s'attaque aux causes profondes de la vulnérabilité persistante au Niger et au Burkina Faso, dans le but de briser le cycle de crise humanitaire récurrente. En ce qui concerne le programme de ce webinaire, 2 panélistes feront de brèves présentations sur le Habenaye, qui seront suivies d'une courte vidéo, d'une discussion par les panélistes et enfin d'une séance questions-réponses avec vous, les participants spectateurs. Et voici quelques informations concernant le déroulement du webinaire. La durée du webinaire est de 60 minutes. Les micros et les caméras des spectateurs sont désactivés. Cependant, nous voulons vous entendre. Vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires à tout moment par écrit, dans la case « Chat ». Les panélistes répondront à autant de vos questions que possible au cours de notre séance de questions-réponses à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Les anglophones peuvent suivre le webinaire en anglais. Pour le faire, regardez en bas à droite de votre fenêtre Zoom et cliquez sur le bouton Interprétation. Cela vous permettra de passer à notre chaîne en langue anglaise. Après le webinaire, tout le monde qui est inscrit recevra un mail, un courriel avec des liens aux documents techniques, les versions françaises et anglaises, l'enregistrement de ce webinaire et la vidéo que nous allons voir tout à l'heure. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Abdurrahman Ndiaye, notre modérateur. Merci beaucoup, Bill. Bonjour tout le monde, messieurs et madame, les
participants à ce webinaire. Je m'appelle Abdurrahman Ndiaye. Je suis au niveau de l'USAID basé à Dakar, au bureau Sahel régional. Et je suis en même temps actuellement le EOA de Terrovi, que vous connaissez tous, qui intervient au Burkina Faso et au Niger. J'ai été choisi pour modérer ce webinaire parce que j'ai une expérience dans le Habonaï, parce que j'ai travaillé dans le passé avant de rejoindre USAID avec Kouloussa, qui a eu à faire les mêmes activités au Sénégal. C'est pourquoi, avec cette expérience qu'on m'a choisi comme modérateur. Maintenant, je vais vous présenter brièvement nos panélistes. Nous avons Stéphane Pil. Stéphane Pil, qui est né en Côte d'Ivoire et qui a toujours travaillé en Afrique de l'Ouest et principalement dans le Sahel. Il a toujours travaillé aussi dans le domaine de l'élevage, au contact des bénéficiaires et des acteurs responsables du développement rural, les associations, les collectivités, les services techniques, et à travers ces différentes fonctions. Il s'est aussi forgé une très bonne expérience pratique sur les opérations Habonaï. Donc, welcome, Mr. Stéphane Pil. Et un autre panéliste, c'est Aïe Abrachiladou, qui a rejoint Régis IA en septembre 2017 en tant que directrice technique. Aïe est chargée de tous les aspects liés au programme de Régis IA, y compris la conception et l'élaboration de la stratégie de durabilité, la mise en œuvre du projet, l'analyse des résultats du projet, l'élaboration des sections relatives au programme dans les rapports d'activité, la supervision du personnel clé à Niamey et sur le terrain. Aïe travaille depuis plus de 35 ans sur les questions de développement économique, social et politique des groupes vulnérables, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec de nombreux projets également et ONG. Elle est aussi spécialiste en planification du développement et experte aussi en gouvernance et genre. Bienvenue, Aïe. Et enfin, nous avons Moïsou Abdouahidou. Lui, il est témoin et acteur de la mise en œuvre de Régis IA parce qu'il a fait près de 7 ans à travailler avec Régis IA. Donc, c'est une des mémoires de Régis IA. Il a gravi plusieurs échelons au sein du projet, en commençant d'abord comme spécialiste régional de l'élevage, spécialiste national de l'élevage. Il a gravi les échelons jusqu'à devenir le coach lors des dernières années du projet, coach santé animale et alimentation. Il a à son actif 16 ans avec la coopération allemande à des postes de responsabilité dans la gestion des ressources naturelles et des projets de développement. Donc voilà, mesdames et messieurs, brièvement présenter nos 3 panélistes. Maintenant, nous allons leur laisser la parole pour faire leur présentation. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Donc, bonsoir, M. Abdraman, et bonsoir l'ensemble des panélistes. La technique n'a pas été au rendez-vous chez moi. Je suis pratiquement dans le bureau de M. Bill et merci pour son hospitalité. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de vous présenter une activité qui a fait ses preuves au niveau de Régis IR, au niveau de la base. Une activité qui a donné le sourire à beaucoup de femmes au Niger. Il s'agit du Habonaï. Le Habonaï, c'est pratiquement une activité issue d'une communauté Peul. C'est un système traditionnel de sécurité Peul qui consiste à venir en aide à un membre de la communauté en difficulté en lui prêtant une jeunesse. Le veau ou la velle
du premier village lui appartient et la vache mère reste la propriété du donateur. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que c'est une culture qui a été mise au service du développement. C'est une culture qui est entourée d'un certain nombre de garde-fous qui s'apparentent aujourd'hui aux mécanismes que nous mettons pour sécuriser le Habanaï. Le Habanaï, c'est la vache qui est véritablement choyée au niveau du troupeau. S'il arrive au niveau du puits, c'est l'animal qui est abrévé en première position. Si un membre de la communauté porte la main sur cet animal, il est automatiquement verbalisé. C'est vous dire que c'est un animal choyé qui est sécurisé. Un certain nombre d'objectifs entourent cette activité. C'est d'abord la promotion de l'entraide. C'est la reconstitution du cheptel. Pour ceux qui connaissent l'importance du cheptel pour un éleveur, c'est la reconstitution de ce cheptel. C'est la constitution du capital social des bénéficiaires. C'est aussi la réduction de l'insécurité alimentaire et le renforcement de la résilience. Donc, si vous prenez au niveau de l'approche, la première d'abord, c'est pratiquement l'adaptation de cette activité par Régis ER. En lieu et place d'une vache, Régis a privilégié un noyau de 3 chèvres et un bouc, ou un noyau reproducteur de 10 coqs, de 10 poules et un coq. Ceci pour toucher le maximum de bénéficiaires dans un temps record et avec beaucoup plus de sûreté compte tenu de tous les aléas climatiques. L'autre aspect, c'est la responsabilisation communale et communautaire à travers le processus d'identification des bénéficiaires. C'est pratiquement au niveau des communes, au niveau des chefs de village, au niveau des leaders que pratiquement tous ces choix se font avec des critères qui sont bien précis. C'est aussi le développement des compétences à travers les services de vaccination, la production de vente d'aliments bétail, les produits zootechniques. C'est aussi à travers la planification des passages qui se font à travers les comités de gestion, qui se font à travers les comités locaux de développement. Donc, tous ces éléments constituent vraiment ce qu'on a appelé l'approche Habanaï. Concernant le mécanisme de mise en œuvre, vous avez pratiquement un noyau qui est remis aux bénéficiaires. Si c'est le kit de 3 femelles, 3 chèvres, un bouc ou 10 poules et un coq, ce kit est remis à un bénéficiaire ou les kits sont remis à des bénéficiaires. Les capacités sont renforcées par le projet. Les bonnes pratiques en matière d'élevage, les mauvaises pratiques, la production des pierres à lâcher, la conservation du feu, la coupe et la conserve, tout ce paquet. Donc les bénéficiaires sont renforcés en capacité. Ce noyau se multiplie au bout d'un certain temps et ça permet d'avoir une source de sécurité, de revenus et de nutrition pour ces bénéficiaires. Avec ces revenus ou avec ce capital, les bénéficiaires, en période de soudure, vendent pour se sécuriser en payant soit des aliments, soit vraiment le nécessaire qu'il faut par rapport aux dépenses de souveraineté. En matière de santé ou en matière d'éducation, c'est avec ce surplus que ces communautés y vendent pour avoir de l'argent, pour payer le cahier, le bic ou certains frais qui sont relatifs vraiment à la santé des membres de la famille. Le surplus peut également servir à payer des animaux, notamment des moutons, des vaches, pour faire de l'embauche. Donc, voilà en gros les mécanismes de mise en œuvre. En termes de placement, nous avons à ce jour 23 139 chèvres qui ont été mises en place
au profit de 5 905 bénéficiaires. Et les passages effectués sont de l'ordre de 53 435 transferts au profit de 14 106 nouveaux bénéficiaires. En termes de paquet d'activités connexes, ce paquet concerne les personnes des ressources locales, les auxiliaires d'élevage, les femmes vaccinatrices de volailles ou les comités de gestion. Et c'est surtout par rapport à la pratique de l'élevage de façon générale, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, l'alimentation, l'hygiène, pour que les performances zootechniques des animaux puissent être vraiment extériorisées. La fabrication des blocs alléchés, la coupe et la conservation du fourrage, la vaccination de la volaille, la gestion des passages, le suivi, tout ceci a fait en sorte que un certain nombre d'activités satellites sont nées autour de l'activité Habanaï. C'est notamment le cas des agents prestataires de services qui, vous avez des femmes qui sont spécialisées dans la fabrication des blocs alléchés, des femmes qui vendent des produits zootechniques. Donc, je pense bien que, avant de remettre la parole à Hadja, la directrice technique, ce que j'aimerais dire, c'est que le Habanaï, pour nous, c'est le opus en transfusion sanguine. C'est ce qu'un éleveur a raconté. Il a dit au Sahel, même si on a le gros bétail, un individu qui n'a pas de chèvres, c'est comme quelqu'un qui a un grand boubou, mais qui n'a pas de pantalon. Concernant la volaille aussi, il a dit la volaille, c'est pratiquement la culotte de l'éleveur. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Hadja, la directrice technique, pour vous parler des aspects qui restent. Je vous remercie. Merci Mazou, merci Abderrahmane, merci Bill, merci à tous et à toutes pour votre participation à cette rencontre. Je rappelle que je m'appelle Aïe Abachi, épouse Ladoua, et comme il a été dit, j'occupe la position de directrice technique au niveau de ce projet. Mon intervention va se focaliser autour de 3 aspects, notamment les changements induits, et les preuves de durabilité des acquis en matière au niveau de cette activité Habanaï, et une manière de vérifier et de confirmer l'hypothèse posée par au niveau du mécanisme logique d'intervention présenté par Moazou, mon collègue. Et je rappelle que cette hypothèse dit qu'une fois le premier placement fait, la rotation du cheptel fait que la richesse de la communauté se multiplie et le capital ainsi créé constitue une source de sécurité, une source de revenus, une source nutritionnelle et voire une source d'autonomisation des bénéficiaires. En termes de changements induits, et je ne serai pas exhaustive, mais je vais citer quelques changements induits que nous avons sur la panoplie de changements induits. Il faut noter l'augmentation des revenus des bénéficiaires. Et les revenus, donc au niveau du Burkina Faso, il a été observé que les revenus ont augmenté, des bénéficiaires ont augmenté de 87%, et au niveau du Niger, les revenus ont doublé. Et c'est quelque chose qui a été vérifié et certifié par une étude externe commanditée par l'USAID en septembre 2018. C'est l'analyse coût-bénéfice. Nous avons aussi noté comme changement un accroissement au niveau de l'autonomisation des femmes. L'autonomisation économique, l'autonomisation sociale, économique en lien avec donc cet accès aux femmes à une source de revenus, notamment un cheptel, un kit d'animaux qui permet donc de produire davantage donc, le bétail au sein des ménages au sein de la famille, et qui permet aussi aux femmes d'accéder à un type de formation, notamment la formation professionnelle, mon collègue vous en avait parlé,
Autonomisation aussi en lien avec l'information, avec la communication, avec l'accès des femmes aussi à travers le marché. Parce que le surplus du bétail en cas de besoin, donc les femmes mettent ça sur le marché, vendent pour pouvoir acquérir certains besoins de première nécessité et même des besoins de prestige. Nous avons aussi noté comme autre changement l'amélioration du statut social des bénéficiaires. Des bénéficiaires qui auparavant n'avaient pas un rang social au niveau, même au niveau au sein de la famille, même au niveau de la communauté, à plus forte raison au niveau de la commune. Aujourd'hui, donc, les bénéficiaires de Habanaï se trouvent au premier rang pour toutes les questions de discussion sociale, pour toutes les questions d'avis à donner et pour toutes les questions, en tout cas, qui nécessitent une contribution et un point de vue de ces bénéficiaires. Nous avons aussi noté comme changement un réflexe à diversifier des solutions résilientes au plan individuel comme au plan communautaire. Nous avons aussi noté une forte appropriation locale au sein de la communauté et des communes, chose qui crée un modèle qui fait de Habanaï un modèle pérenne. Ceci est vérifié à travers notamment la prise en compte de la consolidation et de la mise à l'échelle de Habanaï dans le plan communal pour la promotion de la résilience qui lui-même est intégré dans le document de développement communal pour le cas du Niger et dans le plan communal de développement pour le cas du Burkina Faso. En effet, depuis 2018, toutes les communes de concentration ont planifié donc la consolidation et la mise à l'échelle de l'activité Habanaï au niveau de leurs documents d'orientation. Nous avons aussi constaté la mise à l'échelle de cette activité qui, par les bénéficiaires eux-mêmes, notamment à travers les dons qu'ils font aux membres de famille, les dons qu'ils font au niveau de certains membres de la communauté et même au niveau d'autres villages. Et nous avons la mise à l'échelle aussi au niveau des communautés Nous avons enregistré des cas où des communautés qui n'étaient pas bénéficiaires de Habanaï, mais qui ont eu le coup ou qui ont bénéficié d'une visite au niveau des villages qui bénéficiaient de Habanaï. Ils ont pris l'initiative de leur propre chef pour collecter sur des fonds propres pour s'acheter un kit d'animaux et qu'ils ont placé comme Habanaï au niveau de leur village. Nous avons aussi noté la mise à l'échelle au niveau communal. La mise à l'échelle au niveau communal, elle est traduite par la planification d'une ligne budgétaire, l'intégration ou la prévision d'une ligne budgétaire au niveau donc du budget annuel de chaque commune. Aussi, nous l'avons noté cette mise à l'échelle par le fait qu'au niveau de certains villages qui ont bénéficié du kit de Habanaï et où tous les bénéficiaires ont été servis, donc la commune en collaboration avec les différents villages, avec les groupes de travail citoyens, sont en train de placer ce kit-là au niveau d'autres nouveaux villages. Aussi la mise à l'échelle au niveau communal, parce que les communes aussi sont en train de mobiliser et d'orienter les partenaires qui sont là pour les appuyer, d'orienter donc leurs activités en faveur de la promotion de Habanaï au niveau des villages qui n'ont pas bénéficié de cette activité. Nous avons aussi noté comme preuve d'appropriation de Habanaï, de durabilité de Habanaï, à travers donc la gestion qui est portée par les communautés et par les communes. En effet, depuis 2018, nous nous sommes désengagés donc de tout le processus directement, qu'on soit impliqué directement dans le processus de transfert de kits au niveau des nouvelles bénéficiaires. Cette activité est assurée entièrement par les communautés, par les comités Habanaï au niveau de chaque village, par les conseils villageois de développement pour ce qui est du Burkina Faso et les comités locaux de développement pour ce qui est du Niger au niveau des villages, les groupes de travail citoyens et les conseils municipaux. Donc, de manière concertée,
Donc, c'est eux qui prennent en charge toute l'activité maintenant. Ils ont pris en charge tout cet aspect lié à la gestion donc, de ces kits Habanaye pour la consolidation et la mise à l'échelle les structures dont je viens de citer. Nous avons aussi comme autre preuve, au niveau de toutes les communes de concentration qui ont été identifiées depuis 2019, chacune des communes a pris une délibération qui délègue la coordination, le suivi, la collecte, et le rapportage et le partage des informations par rapport donc, à l'évolution donc, de cette activité. Ils ont délégué donc, leur responsabilité au groupe de travail citoyen qui le fait de manière satisfaisante. Nous avons aussi noté comme autre preuve d'appropriation, il y a certains partenaires, certains projets qui ont adopté cette activité-là. Ils nous ont approchés, ils nous ont demandé la documentation, ils nous ont demandé comment nous avons fait et en collaboration avec les différents conseils communaux. Donc, ils ont adopté cette activité Habanaye. Enfin, comme autre preuve d'appropriation, de durabilité de Habanaye ou d'ancrage de Habanaye au niveau communautaire et au niveau local, nous avons noté la naissance d'une certaine et nous avons noté donc une certaine professionnalisation au niveau local de cette activité, et notamment à travers la promotion des agents prestataires de services qui n'existaient pas avant l'implantation de Habanaye. Il s'agit donc de cette promotion du secteur privé s'est faite autour notamment de la production des blocs alléchés, autour de la vente des produits vétérinaires, autour des aliments bétail, autour de la diversification même de l'activité, parce que l'activité est dans beaucoup de cas, elle a évolué de caprin à ovin, à bovin et même à d'autres activités commerciales ou d'autres activités génératrices de revenus. Enfin, il y a les initiatives qui sont prises autour des solutions adaptées et résilientes. Voilà, donc en ce qui concerne les changements induits et les preuves que le Habanaye est ancré dans la vie quotidienne des villages et des communes, des communautés et des communes. Nous avons voulu aussi partager avec vous quelques leçons apprises, notamment je vais discuter ou partager avec vous 2 leçons apprises. La première leçon, c'est que nous sommes rendus compte que le modèle Habanaye de registre ER couplé au paquet d'activités connexes était moins efficace pour accroître la capacité de résilience des groupes et ménages vulnérables. Nous avons aussi noté que Habanaye Petit Rimina est un investissement porteur autour duquel l'USAID doit continuer à investir. Merci. Et avant donc de vous donner la parole, je voudrais partager aussi avec vous une vidéo sur un point de vue de l'activité Habanaye au niveau de la commune de Seba. Je vous remercie et bonne suite. Merci, Aïe. Je suis Amadi Bouaka, maire de la commune de Seba. Le succès de Habanaye ça s'est répandu dans notre commune à travers le JSPR qui a innové cette activité qui a consisté de donner 3 chefs et un bloc à des personnes vulnérables qui vont ensuite se faire le passage. C'est d'autres personnes vulnérables. Il y a eu 3 passages. En tout cas, il y a eu de succès par rapport à l'activité de Habanaye. Donc, à l'issue de ça, le RESA a participé à notre PCBR, plan communal pour la promotion de la résilience. Ils ont participé à l'élaboration. Ils ont vu que cette activité d'Habanaye, c'est une activité réussie dans notre commune. Là, quand le PCBR a été adopté par le conseil municipal, nous avons approché le consortium RESA qui a accepté de financer
cette activité. Nous l'avons convaincu que le Abanaï, c'est une activité réussie dans notre commune. Nous avons mis des avant-gardes pour pouvoir faire la continuité de cette activité. Et c'est d'essayer de laisser les institutions de la commune, à former, c'est-à-dire de superviser les activités de l'Abanaï. Nous avons inscrit sur notre ligne budgétaire une dotation de carburant pour le GTC, pour la supervision des activités de l'Abanaï avec la collaboration civile. Merci à l'ISLT qui a financé ce projet. Le projet est à son terme. En tout cas, nous avons un peu de pincement au cœur, mais on se réjouit ce que Régis a mis des institutions pour pouvoir pérenniser les activités que nous avons menées. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment une vidéo courte mais très instructive. Bravo, merci beaucoup. J'ai reçu de la part des participants des questions qu'ils avaient envoyées, une série de questions, mais j'ai constaté que la plupart des questions ont été déjà répondues ou développées durant les présentations. Néanmoins, je vais vous en poser quelques, partager avec vous quelques questions venant des participants. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la durabilité de cette activité de Abanaï, de l'appropriation par les communautés une fois Régis IA va quitter. Je pense qu'une bonne partie de cette question a déjà été répondue, mais Aïe, si vous pouvez y revenir un tout petit peu. Merci. D'accord. Merci Abdraman, merci donc aux participants qui ont posé cette question. Comme vous l'avez dit, la question donc de durabilité ont été abordées dans mon exposé, mais néanmoins, je voudrais revenir peut-être avec un peu plus de détails. Disons que l'approche Régis ER qui a été déjà présentée dans la mise en œuvre donc de Régis ER était une approche basée sur la durabilité. Basée sur la durabilité, pourquoi? Parce que dans un premier temps, l'approche consistait donc à faire un test, à tester certaines hypothèses, certaines approches. Pour ce qui concerne Habana, par exemple, donc, l'approche avait consisté d'abord à identifier des groupes vulnérables dans le village qui étaient dans le besoin. Et on sait que quelqu'un qui est dans le besoin et qui gagne ce qu'il cherche, il sera difficile pour lui de laisser tomber ou de ne pas accorder le crédit qu'il faut pour pouvoir maintenir, pour pouvoir produire les résultats attendus de cette activité. Autre chose que le projet avait fait dès le début, c'est de former des compétences locales qui puissent assurer, qui puissent accompagner, qui puissent créer un environnement favorable au développement et à la consolidation de cette activité. Là, donc, comme on l'a dit et mon collègue l'a dit, je l'ai dit, au niveau de chaque village, Habanaï, donc, il y a un certain nombre de personnes. Il y a d'abord ce que nous appelons des personnes ressources locales qui sont choisies par la communauté sur la base d'un certain nombre de crédits, de critères qui sont formés et dans le but donc d'accompagner et les bénéficiaires et d'accompagner aussi les comités qui sont chargés de suivre et de coordonner le développement et la réussite de cette activité. Donc, au niveau de chaque village aussi, il y a un comité qui est mis en place et qui est formé comme les autres, et qui est formé pour pouvoir mieux suivre l'activité en termes
de passage, en termes d'identification d'abord des bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, en termes d'identification des bénéficiaires de la deuxième génération, de la troisième, de la quatrième, jusqu'à la fin, donc jusqu'à servir tout le village. Et nous avons aussi pris le soin d'avoir donc des compétences qui puissent assurer le suivi de la santé animale. Parce que Habanaye, c'est aussi la survie de Habanaye, c'est aussi la question surtout sanitaire et la question de l'alimentation bétail. Et là aussi, le projet a pris le soin de disposer des compétences nécessaires qui puissent approcher les services et les biens au niveau communautaire. Donc, au niveau de chaque village aussi, donc, il y a des femmes et des hommes qui ont été formés qui pour vacciner le kit, les animaux, qui pour fournir les autres services nécessaires, donc, comme je disais, au développement de l'activité. Maintenant, au-delà du village, donc pour garantir aussi la pérennité, nous avons pris des dispositions pour pouvoir mettre en place, non seulement il y a les comités, mais au niveau de chaque village aussi, nous avons amené chaque village à s'organiser en comité. Pour le cas du Niger, en comité de développement local de développement. Et au niveau du Burkina, nous avons déjà trouvé les conseils villageois de développement que nous avons rendus actifs parce que dans certains villages, ils ne sont pas actifs pour pouvoir accompagner toutes les activités du développement au niveau du village et en particulier l'activité de Habanaï. Et au niveau communal, donc, tous les comités locaux de développement, les comités villageois de développement, nous avons accompagné maintenant les acteurs communaux de manière à ce que qu'il y ait une plateforme de ces différents comités à l'échelle communale qui est en ce que nous appelons le groupe de travail citoyen. Et là aussi, c'est pour renforcer et pouvoir disposer d'une structure qui puisse encore encourager, qui puisse suivre de près, coordonner tout ce qui se passe à l'échelle village pour assurer la durabilité de cette activité. Et c'est tout ce paquet de formation, institutionnelles, de mise en place des structures de formation. J'ai oublié de dire aussi, nous avons pris le soin de connecter les villages et la commune avec les services techniques. Et là, donc, nous avons aussi pris le soin de renforcer les capacités institutionnelles de ceux que nous appelons les vétérinaires, les docteurs vétérinaires, qui sont chargés normalement de fournir tous les services nécessaires pour assurer la santé animale et qui ont créé un réseau d'auxiliaires d'élevage, de vaccinatrices de volailles et à travers donc ce réseau, ils sont liés donc au niveau de chaque village, au niveau de chaque commune pour approcher les services en lien avec la santé animale au niveau village. Donc c'est tout ce paquet qui constitue paquet de formation, paquet institutionnel de mise en place des structures, c'est tous ces paquets-là qui a renforcé et qui a fait que depuis 2019, au niveau de chaque village, toute la question de la gestion de passage, les questions de suivi de la santé animale, les questions de gestion des problèmes qui se posent, c'est géré au niveau de chaque village et c'est géré au niveau de chaque commune. Nous avons aussi comme... Ok, parce qu'on risque d'être rattrapé par le temps et je pense que vraiment vos explications ont été très, très claires sur la stratégie de durabilité. Maintenant, nous allons, pour ne pas être rattrapé. Oui? Excuse-moi, je voudrais juste rajouter une petite chose sur la durabilité, c'est Stéphane, par rapport à tout ce que Aïe a dit, très rapidement, si tu permets. Oui, allez-y, brièvement. Voilà, brièvement, c'est aussi quelque part un point très important, c'est la durabilité économique. Donc, le projet aussi a mis l'accent par rapport à ce qui se fait habituellement dans le Habanaï. En fait, toute la subvention qui a eu lieu au début quand les bénéficiaires ont pu avoir les chèvres, donc il y a eu des aides qui ont été faites. Mais au-delà de ça, en fait, le projet aussi a développé tout un tas d'autres activités dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de l'agriculture. Ce qui fait aussi que quelque part, les personnes qui étaient à un stade encore de vulnérabilité élevé
étaient moins tentés de déstocker rapidement des animaux avant qu'ils produisent, puisqu'on sait que les chèvres prennent un certain temps avant de produire. Les premiers, je dirais, bénéfices des chèvres, c'est le fumier, et puis après, c'est surtout le lait, mais qui n'est pas utilisé, valorisé dans toutes les communautés. Et puis après, c'est surtout les animaux qu'on possède, soit pour vendre, soit pour troquer, etc. Et donc, le projet a quand même fait en sorte que dès le début, les bénéficiaires de Habanaï puissent aussi finalement avoir d'autres activités pour éviter de déstocker trop brièvement le capital et ainsi permettre au capital de fructifier pour pouvoir mieux l'exploiter sans trop rapidement perdre le capital. Voilà, merci. Merci Stéphane. Tu en as profité même pour répondre à d'autres questions qui sont sur la liste. Donc, pour ne pas vraiment que le temps nous rattrape, je vais prendre une ou deux questions et on va passer maintenant aux nouvelles questions qui vont surgir. La question suivante, c'est pour Mozou. C'est en fait, il y a un participant qui voudrait savoir les bénéficiaires de Habanaï, comment ils s'organisent pour les achats groupés s'il y en a, pour tout ce qui concerne les intrants d'élevage, et comment aussi ils s'organisent pour la vente des animaux. Si vous pouvez vraiment brièvement y venir, ce serait une très bonne chose, avant qu'on passe aux autres questions. Merci. Merci beaucoup, M. Abdraman. Et par rapport aux achats groupés, dans la stratégie, c'est pratiquement chaque bénéficiaire Habanaï constitue une entreprise. Et ce que l'on a souhaité dès le début, c'est qu'au bout d'un certain temps, qu'il y ait une organisation au niveau de chaque commune, entre toutes les bénéficiaires, et qu'au niveau départemental, qu'ils puissent même avoir une fêtière. Mais en termes d'organisation, pour le moment, nous sommes au début. L'organisation s'est limitée aujourd'hui au niveau village. Donc, vous avez un comité Habanaï pour l'ensemble des bénéficiaires. Mais pour l'alimentation, généralement, les bénéficiaires Habanaï, ils valorisent ce qu'il y a comme sous-produit au niveau local. La complémentation se fait au niveau local. Il n'y a pas des achats groupés en termes d'aliments bétail. Par contre, en termes de santé, vous avez au niveau de chaque zone un auxiliaire d'élevage qui est là, qui est prestataire de services. Et cet auxiliaire d'élevage, chaque fois qu'il y a des besoins en termes vraiment de vaccination ou en termes de traitement de maladies, les bénéficiaires Habanaï font appel vraiment à cet individu. Autre aspect, c'est par rapport à ce qu'on avait dit tantôt, ce sont ces activités satellites qui sont nées sur la base du Habanaï. Par exemple, la production de pierres à lécher. Ça, c'est au niveau local. Les bénéficiaires n'ont pas besoin d'aller, par exemple, au niveau départemental pour se procurer des pierres à lécher. C'est au niveau village qu'il y a des APS et c'est à ce niveau-là que les individus s'organisent pour vendre. Par contre, le défi que l'on a, c'est qu'à partir d'un certain temps, que tous les bénéficiaires Habanaï puissent s'organiser pour que dans une zone, si un projet a besoin d'avoir un certain nombre de chèvres, que le projet ne parte pas dans une autre région pour chercher ça, que directement les bénéficiaires puissent s'organiser, mettre leurs forces en commun pour avoir vraiment l'effectif nécessaire qu'ils peuvent vendre à un bon prix. C'est un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Abdraman. Abdraman, tu permets? Oui, allez-y, brièvement. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, comme il l'a dit, il y a quelque chose donc comment dirais-je, un acquis à consolider ou à développer davantage. Et c'est un appel que je lance aux autres projets qui emboîtent les pas ou qui viennent après l'exécution de registre CR, ceux qui sont dans les zones d'intervention de registre CR. Donc, c'est de voir dans quelle mesure ils peuvent déjà s'orienter vers cette organisation des bénéficiaires de Habanaï au niveau village, en coopérative villageoise de Habanaï, au niveau commune, au niveau département et pourquoi pas au niveau régional et au niveau national. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit, vers laquelle on doit aller et c'est quelque chose qui est vraiment porteur et on peut développer cette chaîne ou ce maillon, en tout cas de production en élevage qui consiste donc sur la production
sur Habanai. Merci beaucoup Aïe. Maintenant, je pense que les présentations sont terminées. N'est-ce pas? Et Oui. nous allons maintenant passer donc aux questions. Si vous avez des questions. Je vois déjà sur le Q&A box certaines questions. La première des questions, c'est quels ont été les critères clés pour l'identification et la sélection des bénéficiaires, puisqu'on parle ici des pauvres. Donc, je vais répondre à cette question. Et les critères, pratiquement, c'était des critères de vulnérabilité. Et des femmes qui sont pratiquement dans le besoin, dont les maris ont voyagé il y a un certain nombre d'années, des femmes qui ont des orphelins en charge, des individus qui ont des difficultés à joindre les deux bouts au cours de la journée, un repas sur deux. Et un certain temps, la stratégie a évolué et on a fait en sorte que les groupes MTM puissent vraiment intégrer le dos. Et là, c'est devenu vraiment proportionnel. Donc, les groupes MTM aussi ont bénéficié de ça. Et il y a quelqu'un qui a... Donc, il y a les groupes MTM. Ensuite, les groupes mère à mère, moda to moda. Donc, c'est ça les groupes MTM. Et il y a aussi les comités de gestion. Il y a une question, j'ai vu une question qui a été posée dans ce sens. Un certain temps, parmi les bénéficiaires, on s'est dit que les comités de gestion, ces individus qui sont en train de traquer les mortalités, qui sont en train de traquer les naissances, qui sont en train de suivre, voir au niveau de tel bénéficiaire, est-ce que l'animal a atteint l'âge, est-ce que les passages ont été faits, est-ce que ça n'a pas été fait. On s'est dit que ça, là, il faut mettre ça de la cible. C'est une manière de les motiver. Et ça aussi, sur une vingtaine de personnes, par exemple, vous allez voir 2 individus qui sont comités de gestion et qui bénéficient vraiment du kit Habanai. Donc, à peu près, c'est ce que j'ai à vous dire, M. Abdelrahman. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. Je pense que celui qui a posé la question est satisfait de la réponse. L'autre question, c'est quel est le dispositif interne mis en place pour prendre en charge les pertes et, par exemple, si les animaux sont morts ou volés avant de faire le passage de don. Et s'il y a parce que tu peux recevoir les 3 chèvres et le bouc, et avant de faire le passage, il y a des morts. Maintenant, quel est le dispositif qui est mis en place pour ça? Il y a un dispositif dans ce sens, c'est ce qui n'est pas très généralisé. C'est pratiquement au niveau du comité Habanai qui se trouve au niveau de chaque ville. Il faut ce qu'on appelle des tontines, le CK. Donc, au bout de chaque semaine, il y a un petit montant qu'ils mettent là-dedans. Et si un animal meurt, ces individus, ils collectent, ils mettent un peu d'argent pour payer un autre animal et le remplacer. Si c'est un animal qui a été égorgé, on vend cette carcasse et on complète pour donner à une autre personne. C'est ce qu'ils font. Maintenant, en termes de stratégie, ce qu'on a fait, la leçon qu'on avait tirée par rapport à la première opération, c'est qu'on a fait en sorte que les fournisseurs, pour minimiser les mortalités, que les quarantaines se fassent au niveau du village. Au lieu qu'on fasse une quarantaine groupée pour l'ensemble des animaux en un seul lieu, on a fait en sorte que les quarantaines se fassent au niveau de chaque village. Là, les transports ont été faits, donc le stress diminue. Les animaux sont déjà au niveau du village, ça permet de réduire beaucoup les mortalités par rapport à ça. On a fait en sorte aussi que l'alimentation revienne à la charge du fournisseur jusqu'à ce que les animaux puissent être distribués. Parce que la première opération, ce n'était pas inclus dans les contrats et c'était nous qui avons nourri les animaux. Et pour vraiment minimiser les pertes, on s'est dit qu'il fallait que lui-même il prenne ses responsabilités parce qu'il sait que tout animal qui meurt, c'est vraiment à sa perte. Donc, il est obligé de les nourrir correctement jusqu'à ce que les bénéficiaires puissent vraiment avoir ces animaux. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que je peux vous dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une autre question, c'est est-ce que les handicapés
sont prises en compte dans le ciblage, particulièrement dans les personnes vulnérables ciblées, les handicapés? Absolument, ils font partie, parmi les critères, les handicapés sont parmi. Les handicapés, les personnes âgées, tout ça, ça fait partie des critères. Je n'ai pas été exhaustif quand j'ai dit les critères. Les handicapés font partie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Parce qu'actuellement, on est presque à la fin du... Mais juste deux questions. Mais il y a un participant qui a posé une question sur le déplacement des populations, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés maintenant qui affluent. Maintenant, est-ce que ces réfugiés, quand ils viennent dans un village, ils sont pris en compte dans le quartier Abanaï ou non? Qui peut répondre? Bon, pour le moment, nous n'avons pas pris en compte parmi nos bénéficiaires des réfugiés parce que l'occasion, en fait, ne s'est même pas présentée. Parce que jusqu'en 2019, les zones dans lesquelles on a intervenu, pratiquement, il n'y avait pas de déplacement massif. C'est tout récemment, vers 2019-2020, qu'il y a eu des réfugiés. Et là, c'est au niveau des villages. Donc, notre porte d'entrée, la commune, le niveau village. Donc, c'est là où nous faisons nos interventions pour le moment. Donc, ce qu'on avait fait, une première fois, c'était par rapport à... On avait fait à Guidarumji une opération de 2000 chefs. Et cette opération a été couplée avec le PAM. Et là, on a pris beaucoup d'individus qui sont concernés par vraiment les interventions PAM. Et là, je pense bien qu'il y a beaucoup de réfugiés dans ce sens par rapport à cette opération. Voilà ce que Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Moïse. Maintenant, une seule question pour 1 minute. Après, on va laisser Bill qui va clôturer le webinaire. La question est la suivante. Il y a un participant qui voudrait savoir, parce qu'on a beaucoup parlé des petits ruminants, mais sur le Abanaï volaille. Est-ce que ça a été aussi facile que comme le Abanaï petit ruminant? Le Abanaï volaille, il y a deux aspects par rapport à ça. Et au niveau du Niger, on a fait une opération test dans 5 villages. Et dans ces 5 villages, il y a eu des endroits où ça a marché et de façon globale, quand on rapporte ça par rapport au nombre d'individus, nous, on se dit que ça n'a pas marché. Mais par exemple, si vous prenez la zone de Tilaberi, au niveau du Bac-Farié, ça a marché. Si vous prenez au niveau de Maradi, au niveau de Fiadi, ça a marché. Si vous prenez Zender, il y a un village dans lequel ça a marché. Mais pratiquement, si on prend la globalité, ils nous ont dit qu'ils vont de reconstruction à reconstruction parce que les paramètres au niveau des poulets ne sont pas maîtrisés au niveau... La volaille se multiplie jusqu'à atteindre un niveau record et un individu au niveau du village, il va au marché, il paye et vraiment, il y a la Newcastle, ça dessine pratiquement tout le troupeau, on recommence encore. Donc, ils se sont dit que la volaille, ce n'est pas pour les vulnérables, c'est plutôt pour les individus qui ont plus de moyens, qui peuvent sécuriser leur santé, qui peuvent sécuriser leur alimentation, donner une alimentation très appropriée. Et ça, dans la stratégie de façon formelle au début, nous, on pensait que c'était pour les plus vulnérables. Mais en termes de leçons tirées, on a constaté que pratiquement, ce n'est pas pour les vulnérables. Par contre, au Burkina, c'est quelque chose qui a bien marché. Les échos qu'on a entendus au Burkina, la volaille, elle a bien marché. Maintenant, entre les deux pays, quels sont les paramètres? Est-ce qu'en termes d'agriculture, le Burkina est en avance par rapport au Niger? Je pense que c'est des questions qu'il faut poser. Oui, en termes d'habitat, en termes de tout ça. Là. Donc, c'est des aspects qui sont là. Voilà, monsieur Abdrahman, ce que je peux vous dire par rapport. Merci beaucoup, monsieur Mazu. Maintenant, je voudrais remercier nos panélistes. Vraiment, les présentations ont été très informatives et vous y êtes allés avec passion et avec le cœur. Et je voudrais aussi remercier tous les participants, tout en espérant qu'ils ont vraiment appris de vos présentations et de l'expérience de Regicia. Maintenant, je donne la parole à M. Bill, qui va procéder à la clôture du webinaire. Merci, M. Bill, à vous. Merci, Abdurrahman. Je vois qu'on a encore peut-être 5 minutes et énormément de questions. Est-ce que pour la clôture, je ne vais pas faire une synthèse, donc peut-être qu'on peut aller encore 3-4 minutes avant que je ne clôture si ça vous convient. OK, pas de problème, pas de problème.
j'avais simplement peur qu'on empiète sur le temps, mais on peut, parce qu'il y a toujours des questions, hein. Il y a toujours des questions. Il y a une question sur la sécurité des animaux. Comment le groupe fait-il, les bénéficiaires font-ils pour assurer la sécurité des animaux dans le contexte d'insécurité qu'on connaît maintenant au Burkina et au Niger? Comment s'organise-t-il pour assurer la sécurité des animaux? Oui, merci. Abdraman, par rapport à la question de sécurité, disons que dans les critères d'octroi déjà, les conditions posées avant de mettre en place donc le kit au niveau du bénéficiaire ou de la bénéficiaire, il faut d'abord que la personne assure un enclos. Il faut que la personne assure en tout cas un environnement favorable à la sécurité de l'animal. Maintenant, ce que nous connaissons aussi au niveau des villages, donc ils prennent des dispositions et les enclos ne sont pas loin. Généralement, les enclos des animaux se trouvent au niveau de la concession ou tout juste à côté de la concession. Maintenant, autre chose aussi par rapport à ça, au niveau village, généralement avec la question de vol et autres, donc ils s'organisent pour le pâturage à ce que un berger conduise les animaux. Maintenant, par rapport à la question de la grande insécurité, il faut noter que les djihadistes s'intéressent ou ceux qui créent l'insécurité au niveau du Burkina, les zones d'intervention du projet au niveau du Burkina Faso et au niveau du Niger, ils s'intéressent surtout aux grands troupeaux. Un grand troupeau et surtout ils s'intéressent aux gros ruminants. Or, ici, c'est des caprins. Habana est concerné par les caprins. Et donc, pour la question de petits vols, là, comme je disais tantôt, il y a la sécurité qui est là. Mais pour ce qui concerne la grande insécurité, ils sont surtout intéressés par les gros ruminants. Donc, les dispositions sont prises non seulement au niveau du projet, pour qu'il y ait donc un environnement sécurisant pour garder le troupeau, pour que, et au niveau du village, ils prennent des dispositions pour avoir un berger et les enclos sont à côté de la concession ou à côté de la concession de manière à ce que l'œil est toujours porté sur le bétail qui est au niveau des enclos. Certainement, mon collègue Moaz a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je pense même que Hadja, vous avez dit l'essentiel. Ces intégristes-là, ils s'intéressent surtout au gros bétail. Donc, les petits ruminants ne sont pas concernés pour le moment. Maintenant, ok, merci beaucoup. Donc, Bill, à vous l'antenne maintenant. Il reste 1 minute. Merci, Abdurrahman. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui tient à sa fin. Avant de lever la séance, je voudrais dire aux participants, aux spectateurs, que nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Nous vous enverrons ultérieurement un mail, un courriel, avec des réponses aux questions que nous n'avons pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Et nous vous enverrons également à tous les inscrits les liens aux documents techniques, les versions françaises et anglaises, à l'enregistrement de ce webinaire et à la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Enfin, je tiens également à remercier notre modérateur, M. Abdurrahman Ndiaye, et nos 3 panélistes, Mme Aïa Barchi Ladoa, M. Moazou Abdul Wahidou et M. Stéphane Pile pour vos contributions aujourd'hui. Et sur ça, je vous remercie, chers participants. Au revoir. Merci, Belle. Merci beaucoup. Au revoir.